Et c'est l'heure de l'interview éco. Bonjour Eric Groven. Bonjour. Vous êtes président de la Sogeprom, qui est la filiale de promotion immobilière de la Société Générale, présente depuis plus de 40 ans en matière de logement, résidence, services, immobilier d'entreprise, hôteliers, centres commerciaux. Sogeprom en 2021, c'est 839 millions d'euros en volume d'activité globale. En ce moment, ça marche bien ou plutôt pas bien avec la crise du logement, la hausse des taux d'intérêt, les difficultés d'emprunter pour les particuliers, la flambée des prix à la fois de l'immobilier et des matières premières. Vous y retrouvez ? Alors la crise du logement neuf en France, elle est sévère et il y a deux chiffres qui l'illustrent de façon tout à fait emblématique. D'abord, selon la Fondation Abbé Pierre, il y a 4 millions de mal logés en France et en même temps, c'est un chiffre qui vient d'ailleurs des pouvoirs publics, il faudrait produire 500 000 logements par an. Or, on en produit difficilement 350 000. On voit donc bien que la production de logements n'est pas à la mesure des besoins des habitants de notre pays. Et c'est une chose assez surprenante au fond, parce que on voit bien que les pouvoirs publics se préoccupent du pouvoir d'achat des Français. Or, le logement est le premier poste de dépense d'un ménage en France. Et donc, la question de la sévérité de cette crise du logement neuf en France nous interpelle et pose un certain nombre de questions à un moment où les taux d'intérêt s'envolent, où l'inflation devient galopante et où donc les répercussions sur le marché de l'immobilier ne vont pas tarder à se manifester. Mais pour vous concrètement, ça représente quoi ? Ça représente beaucoup de chantiers qui prennent du retard, des coûts de construction qui augmentent. Ça veut dire également un certain nombre de demandes que l'on ne peut pas satisfaire de logements en France. Donc, et donc des pénalités pour vous, pour les retards ? Les pénalités sont prévues dans les contrats. Oui, Ce qui l'est moins, c'est évidemment l'inflation, puisqu'au départ, les contrats de construction étaient à prix fixe, à l'époque où il n'y avait pas d'inflation. Aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'aluminium, du verre, de l'acier, on se retrouve face à des difficultés de répercussion de ces prix, parce qu'il y a une limite à l'augmentation des prix, évidemment, des logements. Et pour cette raison-là, eh bien, les promoteurs font le dos rond avec les constructeurs et essaient d'absorber l'augmentation des coûts, ce qui est un exercice assez périlleux. Est-ce que ça vous freine pour des projets futurs, du coup ? Ce qui nous gêne plutôt pour les projets futurs, c'est la dévalorisation en France de l'acte de construire, en réalité. Parce que tout le monde est d'accord pour construire des logements, mais un logement, c'est un bâtiment, c'est un projet Puma, c'est un projet utile, mais ailleurs. Voilà, tout le monde est persuadé qu'il faut construire, mais personne ne veut, évidemment, en face de soi. Ce qui veut dire que les maires sont assez réticents à délivrer des permis de construire. Dans le même temps, la montée des préoccupations environnementales et sociales font qu'on se tourne vers un arrêt de l'artificialisation des sols. Donc finalement, vous ne pouvez plus construire horizontalement pour ne plus s'étaler, mais vous ne pouvez pas non plus construire verticalement parce que les gens ne veulent pas de tour. Donc c'est une espèce de Rubik's Cube insoluble dans lequel finalement la construction, la promotion et in fine le cadre de vie des gens est profondément impacté par cette crise. Et pourtant, des tours, vous continuez à en faire. Il n'y a qu'à voir les projets que vous avez en cours avec des tours, mais j'allais dire, il y a un packaging autour, il y a des architectes qui font en sorte que ces tours ne sont plus vraiment des tours. Ce sont des tours tantôt ondulées, tantôt falquées de balcons. Donc on n'a pas l'impression que c'est une tour, mais enfin il y a quand même 12 ou 15 ou 20 étages. Alors oui, là vous faites allusion essentiellement à l'aspect architectural qui a beaucoup progressé, parce que comme vous le dites, on est capable d'habiller des tours pour en faire de jolis objets. Mais fondamentalement, dans ces tours, ce qui va se constater dans les années futures, c'est plutôt la tendance vers des tours millefeuilles, c'est-à-dire un rez-de-chaussée avec des commerces ou des espaces ouverts au public, des bureaux, un hôtel, des logements, et puis tout en haut un rooftop qui est ouvert au public et qui permet de faire en sorte que ces tours ne soient plus simplement des objets mono-usage, mono-utilisateurs qui se vident le soir de leurs occupants, mais bien des lieux de vie. Et quand on regarde par exemple l'évolution du quartier de la Défense, qui est principalement un quartier d'affaires, on se rend bien compte que c'est ce vers quoi on va. Donc une profonde modification de la conception même
des bâtiments que nous avons en France. La réalité à la Défense, justement, pour reprendre cet exemple, c'est vraiment ce qu'on lit, c'est-à-dire des tours à moitié vides, un parvis qui n'est plus ce qu'il était, des restaurants à moitié désertés, à cause notamment, ou grâce à, j'en sais rien, du télétravail. Alors, la réalité, c'est que le télétravail massif, bien sûr, et notamment dans les grands groupes, a eu pour conséquence de faire en sorte que quand les gens sont 2 jours en télétravail par semaine, voire 3 jours, effectivement, il y a moins de fréquentation sur la Défense. Mais je voudrais quand même dire que ce quartier d'affaires est en profonde restructuration, il va être végétalisé, il ambitionne d'être le premier quartier d'affaires post-carbone, diminuer de 50% ses gaz à effet de serre d'ici 2030. Bref, le quartier se transforme, mais il en a besoin, parce que c'est un quartier qui, évidemment, a l'âge de ses artères, construit dans les années 60 sur une architecture de dalles. Vous y avez essentiellement du béton et des bureaux. Et bien entendu... Et des parkings. Et des parkings. Et quand les cols blancs le soir rentrent chez eux, le quartier se vide. D'une certaine manière, on tend à aller vers ce qu'on appelle le mixte. C'est-à-dire que c'est à la fois, ce que vous disiez, à la fois des habitations, à la fois... Mais qui va vouloir retourner habiter à la Défense, si Bonjour, j'habite dans un ancien bureau qui est devenu un logement, il y a un petit peu de verre autour et du coup on m'a dit que c'était un appartement. Alors vous savez, quand on voit les difficultés de se loger en région parisienne, il y a toujours, si vous créez une offre complémentaire... Dire on va pas faire les difficiles ? Non, parce que le quartier va être vraiment chouette, ça c'est la première des choses, et puis après c'est une question de prix. Parce qu'en réalité, la demande, elle s'ajuste à l'offre en fonction du prix. Et je crois que l'un des principaux enjeux, c'est effectivement de faire venir des résidents sur la Défense qui vont contribuer à rendre le quartier plus humain en quelque sorte, ou en tout cas le faire vivre 24 heures sur 24 au lieu d'être essentiellement un centre d'affaires. L'immeuble Watt par exemple est une... Alors c'est un exemple, l'immeuble Ampère, l'immeuble Watt, qui sont 2 immeubles qui ont été faits par Sogeprom, sont emblématiques de ce que l'on fait aujourd'hui et qui est une vraie transformation par rapport d'abord aux usages, aux matériaux de construction, à la restructuration. On voit qu'aujourd'hui, il est difficile de démolir pour reconstruire, parce que ça, c'est très coûteux en carbone et on essaye d'éviter de le faire. Et donc, les promoteurs se tournent de plus en plus vers la restructuration de bâtiments anciens ou bien une modification de leur structure d'usage. Éric Groven, est-ce que vous diriez que vous êtes devant une contrainte comparable aux constructeurs automobiles à qui on dit maintenant vous arrêtez de produire des moteurs thermiques, il faut faire des voitures électriques. Maintenant, il faut faire du mixte, il faut faire du RSE, il faut faire etc. Arrêtez de nous construire des grandes dalles en béton. Oui, c'est vrai. Mais il y a une différence entre le marché de l'immobilier et l'automobile, c'est que le marché de l'immobilier est un marché de temps long. Et donc, je pense que les défis auxquels les constructeurs automobiles doivent s'affronter maintenant sont plus rapides dans le temps que ceux de l'immobilier, parce que entre le moment où on achète un terrain, où on fait les premières études et où on livre finalement l'immeuble, on a plusieurs années devant soi. Ça ne veut pas dire qu'on a le temps, mais on peut quand même, dans l'immobilier, d'ailleurs la profession y travaille, programmer des immeubles plus vertueux, plus responsables au fil des années, et les livraisons prochaines l'illustreront. Merci beaucoup Éric Groven d'avoir été avec nous, président de Sogeprom.